Ah, les Pays-Bas, sa capitale, ses maisons à l'architecture si charmante, se reflétant dans l'eau scintillante du canal, ses vélos et ses habitants locaux qui en ont ras le sillon interfécié de cette invasion de termites que sont les touristes. Si c'est l'image que vous avez lorsque j'évoque Amsterdam, attendez-vous à trouver tout le contraire dans le livre de Jessie Burton intitulé Miniaturiste. Et attendez-vous à des spoilers dans cette review. Dans ce roman dont l'intrigue boiteuse se déroule dans la Hollande du XVIIe siècle, une jeune fille, Petronella Hortman, dit Nella, débarque fraîchement mariée à un riche commerçant du nom de Johannes Brandt dans sa nouvelle maison à Amsterdam. Elle y fait la connaissance de sa belle-sœur Marine ainsi que des deux domestiques, Cornelia et Otto. Johannes, qui n'est décidément pas prêt à consommer son mariage avec Nella, lui offre comme cadeau de mariage la réplique de leur maison que Nella entreprend de remplir avec des objets miniatures qu'elle commande chez un miniaturiste bien mystérieux. Ce dernier, qui en fait est une fille, semble connaître tout de la famille et de la maison Brandt au vu des répliques très réalistes qu'elle fait. Il semble même qu'elle arrive à prédire l'avenir et que les objets qu'elle fait sont sujets à une sorte de sort étrange puisqu'ils se modifient en fonction de la réalité. Voici les Mermans. Madame Mermans possède une quantité importante de sucre qu'elle souhaite vendre. Ils ont donc demandé à Johannes de le faire puisque ce dernier jouit de la réputation de l'un des meilleurs commerçants d'Amsterdam. Voici Jack Phillips, un livreur, si j'ai bien compris, qui est l'amant de Johannes. Et oui, comme découvre Nella, elle ne risque pas de consommer son mariage avec Johannes de sitôt. Mais ce n'est pas grave, elle lui pardonne et ils deviennent amis. Mais attention, ne vous réjouissez pas si vite. Les Mermans sont tellement vénères que leur sucre ne soit toujours pas vendu par Johannes et son petit copain est tellement vert de jalousie que Johannes soit parti à Venise sans rien lui dire qu'ils décident de se mettre en équipe et d'accuser Johannes non seulement de sodomie mais également de viol sur la personne de Jack. Ah, et aussi, Marine est enceinte d'Otto. Pour finir, Johannes est mis en tôle en attendant d'être jugé. Puis il se fait condamner à mort. Nella vend ce qui reste de sucre pour sauver la réputation posthume de commerçant de son mari, et elle part vivre à la campagne avec Cornelia, Otto et la fille d'Otto. Marine étant morte après l'accouchement, elle ne fait pas partie de la troupe. Avant de m'énerver sur ce que j'ai trouvé nul dans ce bouquin, je vais parler des points positifs. L'univers du livre est très bien construit, les descriptions sont vraiment bien faites et l'auteur a fait de bonnes recherches sur les Pays-Bas du XVIIe siècle, que ce soit au niveau des mœurs ou de la mode. Grâce aux descriptions, on voit vraiment à quoi ressemble chaque pièce de la maison, on imagine très bien le décor, le mobilier, les peintures et même ce que ces peintures transmettent comme impression quand on les regarde. De même, l'atmosphère du livre vous prend aux tripes. On ressent parfaitement le froid humide dans cette maison un peu sombre au bord d'un canal pendant l'hiver. Une autre chose appréciable est tout ce qui a trait au sens et surtout au goût. Ce que les personnages mangent pendant un banquet, on a envie de le dévorer. J'ai été prise d'une irrésistible envie de beurre, rien qu'en lisant la description que Burton faisait d'une motte de beurre pendant une scène de miam miam. Passons maintenant aux choses qui foirent, car malheureusement, un univers bien construit et une atmosphère bien installée ne suffisent pas à faire un bon livre à eux seuls. Le livre pêche au niveau de l'intrigue et des personnages. Dès le début du livre, on a énormément de questions qui s'accumulent mais restent obstinément sans réponse pendant longtemps. C'est là pour créer le mystère, mais il y en a trop et ça tape juste sur les nerfs à la longue. Excepté le personnage principal, il y a du mystère autour de tout le monde. Autour de Marine, ses hobbies, ses amours, son influence et sa relation réelle avec son frère. Autour de Johannes et de son travail. Autour même des deux serviteurs. Ils parlent tous et répondent de façon évasive. C'est exagéré au point où la vraisemblance en pâtit. En gros, toute la tragédie du bouquin repose sur des non-dits stupides, ce qui est une facilité d'écriture pour créer une intrigue artificielle. Alors qu'en réalité, leur problème pourrait se résoudre en 5 minutes simplement en communiquant. Les humains, ça parle, bon sang. Les relations entre les personnages sont extrêmement superficielles, et selon l'action relatée dans le livre, elles n'ont pas le temps de se construire. Mais les amitiés se lient trop vite. Par exemple, Nella et Marine ne s'entendent pas au début, mais deviennent amies sans que je n'arrive à saisir ce qui était arrivé pour que ça change d'un coup. Nella se demande si elle ne devrait pas dénoncer son mari, juste parce que le prêtre a dit à l'église que la sodomie c'est mal, mais finalement elle lui pardonne très facilement et devient son amie. De même, les trahisons aussi sont bizarres. Rien n'empêche Mermans de prendre son sucre et le faire vendre par un autre, puisqu'il est si insatisfait du travail de Johannes. D'ailleurs, rien que d'employer un autre pour accomplir cette mission aurait suffi à insulter la réputation de meilleur commerçant que possède Johannes. Mais non, au lieu de ça, il envoie à la mort un mec qui en plus était son ami avant. Et pourquoi ? Par simple jalousie ou parce que Johannes l'avait empêché d'épouser Marine auparavant ? C'est trop exagéré. De même que Jack, il se ramène dans leur maison, menace Nella au couteau, alors qu'elle ne sert qu'à cacher l'homosexualité de son mari à la société, et bute le chien de son amant, qu'il est censé aimer.
juste parce que ce dernier est parti en voyage d'affaires à Venise, chose qu'il fait souvent, sans le lui dire. Il va même jusqu'à dénoncer l'homosexualité de Johannes et l'accuser de l'avoir violé, une réaction complètement démesurée en somme. D'ailleurs, en parlant de Johannes, tout le monde passe son temps, tout au long du bouquin, à admirer l'intelligence de ce gars. Sauf qu'on ne le voit faire preuve d'intelligence à aucun moment. Le mec essaye de vendre le sucre à l'étranger pour améliorer les relations commerciales entre les Pays-Bas et ses voisins européens. Sauf que ça, ce n'est pas être intelligent, c'est être patriote. Ce n'est même pas le rôle d'un commerçant, mais des diplomates et des ambassadeurs. Il fait aveuglément confiance à son amant, qui est un parfait connard, mais par contre ne lui dit même pas qu'il part en voyage à Venise, au point de pousser ce dernier à le dénoncer. Il aurait mieux fait de choisir son amant en fonction de la taille du QI. De même, toute la ville a l'air d'être au courant que Johannes et Jack se voient dans l'entrepôt des Brandt pour faire l'amour. Il y a de meilleures façons de cacher ses relations amoureuses, surtout si l'on est censé être aussi intelligent que l'auteur veut nous faire croire. De même, il aurait suffi de faire témoigner le chirurgien qui a soigné Jack pour prouver l'innocence de Johannes concernant le viol. Mais non, ce dernier préfère se faire tuer pour des mensonges plutôt que de faire savoir à tout le monde que Mermans se venge de lui pour du sucre qu'il n'a pas réussi à vendre, entachant ainsi sa réputation. Vouloir sauver sa renommée de commerçant au lieu de sauver sa peau, c'est de la fierté stupide, pas de l'intelligence. Une autre chose que je trouve dérangeante, c'est que l'histoire se déroule pendant le siècle d'or néerlandais. Autrement dit, les Pays-Bas faisaient du commerce international et ils avaient même une banque centrale où s'échangeaient plein de devises. Autrement dit, Amsterdam aurait dû être bourré de commerçants et d'hommes d'affaires étrangers qu'on ne voit pas dans le livre. Du coup, je ne vois pas pourquoi Johannes s'est barré à Venise pour un voyage qui dure super longtemps alors que le sucre est en train de pourrir, pour trouver des acheteurs alors qu'il aurait pu chercher des représentants et des acheteurs étrangers sur place. Ça sert juste à débilement faire avancer la soi-disant intrigue de l'histoire avec le coup monté des Mermans et de Jack contre Johannes. Sinon, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments qui allaient à l'encontre de la vraisemblance. Une famille féministe, pro-homosexualité, anti-esclavagiste et anti-raciste, est-ce que cela ne fait pas un peu beaucoup de caractéristiques modernes pour une seule et même famille de protestants néerlandais du XVIIe siècle? Nella trouve que les miniatures qu'elle reçoit l'aident, sauf que dans les faits, ça la fait surtout psychoter tout du long. Aucun des messages de la miniaturiste ne l'aide non plus, ils sont tout aussi mystérieux qu'elle. Beaucoup de scènes aussi font très film, notamment avec les disparitions de la miniaturiste. Quand Nella la voit, puis regarde quelques secondes ailleurs, puis se retourne de nouveau, la miniaturiste n'est plus là. Je ne sais pas si l'auteur essayait de nous faire croire à des hallucinations de la part de Nella, ou à augmenter le mystère autour de la miniaturiste qui a déjà des pouvoirs limite magiques, mais perso je trouve ça ridicule. Un autre truc qui m'a vachement énervé, c'est quand Jack abîme une peinture avec son couteau. Dans le livre, Otto découpe la toile à ras du cadre pour enlever la peinture abîmée. Otto n'avait qu'à décrocher la peinture avec son cadre, retirer la toile qui est sur son châssis du cadre et l'envoyer faire restaurer à la Guilde des peintres d'Amsterdam. Pour ce qui est des vols dans les musées, le fait de découper la toile en fait perdre les bords. Ensuite, ça ne se fait pas de rouler une toile. Ça l'abîme et peut la faire craqueler. Certaines répliques, pour en revenir au livre, se veulent cinglantes, mais elles ont l'impact de petit P, ou alors ça s'est perdu à la traduction, je ne sais pas. Bref, le fait d'écrire des trucs super crus sur les personnages ne suffit pas à donner une dimension réaliste à l'histoire, si des comportements incohérents en rythment les pages. Parce qu'il semblerait que l'auteur a vraiment un truc pour toute substance physiologique qui peut sortir du corps humain. Une défécation avant accouchement, une hémorragie pendant l'accouchement, Nella qui s'urine dessus, Jack qui sent l'urine, du vomi, et même des expulsions de liquide par un cadavre. En parlant d'accouchement, une fois le bébé mis au monde, Nella et Cornelia ne font rien pour essayer d'arrêter l'hémorragie de Marine. Il n'y a pas le placenta qui sort, on ne prend pas la peine de la nettoyer, bref, on la laisse juste crever. Pour finir, je dirais qu'aucune des grandes révélations du livre n'est une surprise, on les devine avant que Nella ne les découvre. Et le potentiel de tous les personnages intéressants est gâché. Et la révélation d'ailleurs sur la miniaturiste est franchement décevante par rapport à toute la hype qui a été construite autour. Suivre Johannes qui voyage partout à une époque ultra homophobe aurait été vachement intéressant. Suivre Marine, une femme forte qui tient une maison, aide son frère à faire commerce et entretient une relation amoureuse avec un homme noir dans la société misogyne et raciste dans laquelle elle vit, aurait été vachement intéressant aussi. J'aurais aimé connaître l'histoire d'Otto, qui a été vendu comme esclave, puis libéré par Johannes, dont il est devenu ami, et avec lequel il a voyagé sur les mers. Et par-dessus tout, j'aurais grave aimé connaître l'histoire de la fille de Marine et Otto, qui devra se faire une place dans une société qui rejette les métis. Mais non, au lieu de cela, on suit Nella, une fille naïve, fraîchement débarquée en ville, à qui on ne dit rien et qui est en permanence dépassée par les événements.
En conclusion, je ne vous conseille pas ce livre. Toutefois, en 2017, le livre a été adapté en une série de 3 heures par la BBC et c'est un cas où l'on peut dire que l'adaptation est mieux que l'œuvre originale. Ce n'est pas le genre de série que je regarde spontanément, mais je vous la conseille si jamais vous aimez les drames se déroulant dans des périodes qui, pour nous, relèvent de l'histoire, sans qu'il n'y ait trop d'anachronisme. La série a été filmée en Hollande, du coup la maison est typique et les décors sont vraiment bien faits. Ils ont essayé de transmettre l'atmosphère et l'appétit pour la nourriture qu'on retrouve dans le livre, avec des scènes pouvant rappeler la peinture flamande. La raison pour laquelle Johannes tarde à vendre le sucre a été modifiée pour la rendre plus complexe et vraisemblable, et le payoff sur la miniaturiste est moins pourri aussi. Également, les amitiés se développent un peu trop vite dans la série, mais bon, elle fait 3 épisodes et adapte assez fidèlement le livre, donc voilà. Bon, pour en revenir au bouquin, je tape dessus, mais franchement, il ne faut pas oublier que c'est le premier roman de l'auteur, et pour une première publication, c'est franchement pas mal. Je ne comprends juste pas toute la hype qu'il y a eu autour de ce livre, qui est devenu un best-seller, allant jusqu'à recevoir 3 prix, dont 2 pour meilleur livre de l'année. Bon allez, je me casse, j'ai mieux à lire que ça.